plaisir de nous retrouver encore pour cette grande émission dans cette grande chaîne Perfect Télévision, Débat pour la Nation. Grammic Légan, les numéros est là. Merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité. Nous sommes avec Manix Iyenda, cadre secrétaire national en charge de la communication au sein de ces grands partis politiques de M. Matata Ponyo, LGD. Nous sommes également avec Maître Monsieur Tishik Fataki, Fondation Secours de la Jeunesse, initiateur de ces mouvements de la jeunesse qui militent pour les droits également de la jeunesse, pour la promotion de la jeunesse, de la société civile, et pas encore de parti politique. Également le professeur Yeni Edi Koumou du Nouvel Élan, du Premier ministre Adolphe Muzito. Avec les trois, nous allons échanger sur les résolutions du mini-sommet de Luanda qui s'est tenu hier au niveau de Luanda. Également, le président Paul Kagame, les grands absents, il a délégué son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Nous allons parler également de ces dossiers, Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle compétente sous Dieudonné Kamuleta. Nous commençons avec Manix Iyenda. Nous prenons ces sujets, dossier Matata Ponyo, pour finir avec les mini-sommets de Luanda. Manix Iyenda, vous allez bien en forme? Oui, je me porte bien. Merci beaucoup, mon frère Grammic, pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs. En même temps, je salue notre estimé peuple, le peuple pour qui j'ai accepté ces sacerdoces, cette responsabilité politique en tant que député de la rue, pour le représenter à tous les échelons national. Et donc, je suis très content. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur les députés de la rue, nous sommes également avec Fondation Secours de la Jeunesse et Tishik Fataki. C'est toujours un mouvement de la jeunesse ou bien c'est déjà un parti politique? Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons l'agréable plaisir d'être sur votre plateau, en compagnie bien évidemment avec les percutants co-débatteurs Manix Iyenda, qui fait son chemin ces derniers temps. On doit tout fait tout faire. Hein. Nous sommes des jeunes, nous devons encourager les initiatives des jeunes, surtout les jeunes qui percent. Et nous sommes une association sans but lucratif, donc un mouvement associatif qui continue à évoluer comme tel, mais cela n'empêche que nous puissions tisser des relations, des collaborations avec les partis politiques, parce que cela n'est pas mis de côté, donc c'est une évidence qui est toutefois envisageable, quoi. Donc on peut toutefois collaborer avec les partis politiques qui ont des objectifs similaires avec les objectifs poursuivis par notre... Et comme quel parti politique, par exemple? Avec les temps, vous serez vraiment au parfum, parce que nous sommes en train d'analyser à peine fin les mouvements, l'ébullition politique dans notre pays, pour ne pas se retrouver dans un parti où on sera en déphasage avec nos objectifs. Merci beaucoup, Tishik Fataki. Professeur Edi Yeni Koumou, Nouvel Élan, parti cher Adolphe Muzito, récemment, dernièrement, même une marche de soutien au FRDC, une marche totalement réussie. J'ai vu beaucoup de gens pour se mobiliser en faveur de nos fauves, les FRDC. Et comment vous allez, professeur Yeni? Je vais bien. Bon. Je vous ai vu également dans la marche, personnellement, avec votre base. Oui, nous étions là. Une base qui souffre, qui est dans des conditions une base qui souffre, misérables. Aujourd'hui, parce que cette base-là venait de Mbateke, la commune la plus peuplée de la ville. Mais malheureusement, une commune où toutes les conditions sont vraiment mauvaises. Nous vivons aujourd'hui juste la dégradation de toutes nos conditions. La voirie au niveau de la commune pose problème. Des coups, mais également l'insécurité. Violence, insécurité. Nous avons juste un bourgmestre, pratiquement démissionnaire. Alors, c'est qui là-bas? Le bourgmestre, c'est qui? Jano Kando, un produit importé. Non, c'est un Congolais. Oui, un Congolais. Qui soit de la diaspora. Qui soit de la diaspora. Malheureusement, chez nous, ceux qui se disent de la diaspora ne sont pas allés là-bas juste pour apprendre, pour nous apporter le meilleur de ce qu'ils ont pratiquement copié ailleurs. Et ils viennent ici. Bon, hier, peut-être de l'autre côté, c'était des gens qui étaient pratiquement commis à des travaux.
qui arrivent ici, qui vont juste nous gouverner. Bon, comprenez. Parmi la marche, c'est une première dans l'histoire de la RDC. Un parti politique qui réussit à organiser une nationale dans toutes les grandes villes, une première dans l'histoire de la RDC. Selon vous? Non, pas selon moi, c'est ce qui nous rappelle l'histoire. Si vous avez un cas, vous le citez. Moi, je n'entre pas dans ce polémique. Voilà. Merci beaucoup, professeur Réuni Edith. Je prends Manix Ienda. On commence par ce sujet, Matata Pogno. L'affaire est maintenant... Matata sera jugée au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour se déclare compétente. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui a marché cette fois-ci pour que la Cour constitutionnelle se déclare compétente? Alors, Manix Ienda, quel est votre sentiment d'abord? Parce que sous M. Bekalouba, la Cour était incompétente. Vous êtes également juriste. Comment expliquer cette situation? Parce que la population ne comprend pas. C'est un revirement ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? C'est né comme quoi? Je voudrais, pour répondre à cette question, élaguer d'abord quelques malentendus entretenus par nos amis de l'Union sacrée de la nation qui jettent dans la tête de Congolais une sorte de drogue populaire pour désorienter notre population du chemin de la vérité. Le premier malentendu, c'est le fait que les gens disent que M. Matata est en train de fuir la justice. Alors que tous nous savons qu'à 2 reprises, Matata, tout en étant à l'étranger, oui, il est revenu au pays après l'invitation de la justice. Et donc, cette hypothèse est à balayer. Et de 2, Matata est venu, effectivement, pour que la justice de notre pays le juge sur base des règles établies, sur base de la loi de notre pays, tout en respectant les principes qui régulent la sphère judiciaire de notre pays. Matata est venu pour qu'on le juge avec ce modèle de justice équitable. La justice pour tous et par tous. Encore que, il vous souviendrait que dans notre préambule, le préambule de notre Constitution, dans le 3e paragraphe, on considère la justice, on considère l'état de droit comme un vœu collectif du peuple congolais. La Constitution dit « animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur les valeurs de la démocratie économique, sociale, politique et culturelle. » Et donc, l'état de droit, je ne parle pas de l'état de droit, l'état de droit, c'est un état voulu par le peuple. Mais lorsqu'on parle de l'état de droit, l'état de droit, c'est un état dans lequel règne le nullum crimen nulla poena, sine lege. C'est-à-dire, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. C'est un état de la légalité des peines. L'état de droit, c'est un état dans lequel la loi est la seule suprématie qui impose le juge. Donc, c'est-à-dire, le juge n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. L'état de droit, c'est un état dans lequel règne le principe de l'indépendance des juges. Tout ça, vous voudrez dire quoi? L'état de droit, c'est un état dans lequel on respecte de manière scrupuleuse les lois de la République et de surcroît la constitution de notre pays. Ça, ce n'est qu'un tapis qui nous permet... Non, mais pas du tout. Je vous ai posé un tapis qui nous permettrait justement de marcher sur cette question de l'arrêt scandaleux de la Constitution. Mais moi, je le considère même comme un coup d'État constitutionnel. Mais comment vous C'est une catastrophe judiciaire. C'est un monstre juridique et je le démontre. Que de hauts juges puissent produire un monstre judiciaire. Non, mais comment on peut parler de hauts juges alors que ces juges sont ballottés au gré des vagues de dictats politiques? Allons-y, à démontrer. Alors, d'abord, je voudrais commencer par la source. Et je serai beaucoup plus méthodique pour circonscrire mon discours. Au début de l'affaire Matata, cette affaire a été soumise d'abord au départ entre les mains de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, par une décision qui reste pendante parce que les archives sont là, la Cour s'était jugée incapable de juger un sénateur pour des infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Donc la Cour de cassation, déjà au départ, avait décliné sa compétence au sujet des Matata. Ils ont quitté de la Cour de cassation pour faire une saisine vers
la Cour constitutionnelle. Encore que le procureur général près la Cour constitutionnelle a adressé 3 types de réquisitoires contradictoires les uns vis-à-vis des autres. Tantôt il saisissait les bureaux du Sénat, tantôt il saisissait les Sénats comme organe parlementaire à part entière, alors que la Constitution de notre pays pose le principe des bases en ce qui concerne les procédures de poursuite d'un président de la République et d'un ancien Premier ministre. Continue. Alors, en ce qui concerne les poursuites prévues pour les présidents de la République et le Premier ministre, tout est clair. La Constitution dit, avant de poursuivre le président de la République et le Premier ministre, il faudrait commencer par demander les quitus parlementaires. C'est-à-dire, il faudrait que le Parlement soit réuni en congrès et qu'il donne le quitus pour poursuivre le président de la République, autant pour son colistier, Premier ministre. Encore que la Constitution met encore une autre incise en disant, si les présidents de la République ou les premiers ministres, selon le cas, sont condamnés, ils perdraient d'office leur fonction. Et la déchéance de leur fonction devra être prononcée par la Cour constitutionnelle. Ouais. D'où la question. Est-ce M. Matata, dans son statut des premiers ministres, est-il Premier ministre en exercice? Parce que ces dispositifs-là faisaient allusion effectivement à la teneur de l'article 164 qui effectivement tient compte du président de la République et du Premier ministre en exercice. Nous sommes allés vers la Cour constitutionnelle. Le professeur Dieudonné Kalouba, professeur de renom ayant la dextérité intellectuelle en ce qui concerne la connaissance de droit constitutionnel, a voulu effectivement préserver les patrimoines constitutionnels de notre pays, tout en respectant les règles constitutionnelles y afférentes. Et par conséquent, le juge de la Cour constitutionnelle sur l'affaire Matata s'est déclaré incompétent de juger un ancien Premier ministre. Ouais, ils ont encore quitté de la Cour constitutionnelle pour envoyer les dossiers vers la Cour de cassation. Encore au niveau de la Cour de cassation, la Cour, après avoir entendu les éléments de droit évoqués par les parties et les exceptions soulevées pour effectivement justifier l'incompétence de la Cour de cassation, mais aussi pour rejeter la requête du ministère public, la Cour fait une surséance à statuer sur pied de l'article 162 de la Constitution pour renvoi à la Cour constitutionnelle afin que celle-ci lui interprète la teneur de l'article 164 qui contient les 2 citations que la Cour de cassation n'a pas comprises jusque-là. Il s'agit en l'occurrence dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et donc ici, vous allez comprendre par des lunettes juridiques que la Cour de cassation a amorcé 2 types de mécanismes juridiques. Le premier, c'est celui de l'exception en inconstitutionnalité. Le deuxième, c'est les recours pour l'interprétation de la Constitution. Mais en ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité, tous nous savons que ces principes d'exception d'inconstitutionnalité sont soulevés par les parties au procès. D'où la question. Est-ce que Matata avait soulevé cette exception? Est-ce que Kitebi avait soulevé cette exception? Est-ce que Grobler avait soulevé cette exception? Je dis non. Encore que lorsqu'on parle de l'exception d'inconstitutionnalité, il faudrait qu'il y ait une loi évoquée par une partie et que cette loi soit non conforme à la Constitution pour que l'autre partie oppose le principe constitutionnel pour justifier effectivement l'exception d'inconstitutionnalité. Je voudrais vraiment que vous me donniez un peu de temps parce que je serai beaucoup plus technique sur cette question. Le deuxième volet, c'est les recours en interprétation de la Constitution. Encore que la Constitution est claire sur ce sujet. Article 161 en disant ne peut saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution que le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le 1/10 de chacune des chambres parlementaires, les gouverneurs de province et enfin les présidents des assemblées provinciales. D'où la question.
D'où est-ce que le juge de la Cour de cassation ont tiré le fondement juridique pour saisir la Cour constitutionnelle pour cette question d'interprétation de la Constitution? Et donc, vous et moi, nous comprenons qu'il y a deux irrégularités légendaires. Exactement. Le dossier arrive au niveau de la Cour de cassation. Très rapidement, je voudrais justifier même le sens de l'arrêt et pourquoi même le juge de la Cour constitutionnelle peut revenir sur un arrêt qui a été déjà rendu. Encore que tous nous savons, il y a déjà un arrêt Kalouba qui existe. Et cet arrêt a des effets juridiques à l'égard de tous, surtout que la Constitution nous dit que l'arrêt de la Cour est exécutoire à l'égard de tous. Je voudrais donner cette leçon plus particulièrement aux membres de l'Union sacrée de la nation. Ceux-là qui reçoivent les notions juridiques comme des récitations des enfants de l'école maternelle. C'est les membres de l'Union sacrée, ou soit ce sont les membres de l'Union sacrée ou bien ce sont les juges? Mais c'est plus l'Union sacrée qui justifie alors ce que je qualifie des catastrophes judiciaires entretenues par le juge de la Cour constitutionnelle. Alors je donne ces enseignements à ceux-là de l'UMT, ceux qui siègent sous le bois devant le siège de l'UDPS. Nous n'avons que 3 mécanismes en droit pour que le juge puisse revenir sur son propre arrêt. Le premier, c'est lorsqu'il s'agit d'un cas de l'erreur matérielle. Et en droit, l'erreur matérielle peut se justifier dans le sens, je donne des exemples beaucoup plus clairs pour comprendre ce sujet. Si, par exemple, dans l'arrêt, on condamne Matata à 20 ans de prison, par exemple, et que dans la rédaction de l'arrêt, au lieu d'écrire 20 ans de prison, on écrit 2 ans de prison. Cela est constitué comme une erreur matérielle. Et donc, le juge peut revenir pour corriger cette erreur. Deuxième mécanisme, le juge peut revenir pour interpréter son propre arrêt. Parce qu'un arrêt déjà rendu devient par conséquent une source d'inspiration pour le juge dans un litige quelconque. Et donc, il peut s'avérer que dans un litige autre que celui porté devant la Cour constitutionnelle, le juge là a besoin d'avoir un éclairage sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle et donc il peut par conséquent saisir le juge de la Cour constitutionnelle pour lui interpréter son propre arrêt. J'ai fini alors par le dernier élément utilisé beaucoup plus par les juristes qui ont étudié dans des universités périphériques de l'Union sacrée de la nation. Ils disent il y a revirement jurisprudentiel. Je voudrais qu'on m'entende très bien sur cette question. Les revirements jurisprudentiels, effectivement, c'est une possibilité qui permet au juge de se dédire. C'est-à-dire de se contredire par rapport à sa précédente décision. Mais attention, les revirements jurisprudentiels se font seulement lorsqu'il s'agit de deux litiges différents, mais qui portent sur une même matière. Je donne un exemple simple. Vous chutez par là. On prend... Admettons que dans l'arrêt Kalouba, la Cour se déclare incompétente. OK? Mais la même Cour poursuit un autre ancien Premier ministre, par exemple Tchibala. Mais pour le cas de Tchibala, la même Cour se déclare compétente. C'est cela les revirements jurisprudentiels. Mais ici, nous sommes dans une hypothèse où il y a un même dossier, un même individu, un même objet, la même infraction, mais on nous parle des revirements jurisprudentiels. Ça, c'est quelle notion de droit? Alors, Tishik Fataki, on parle ici également, là je suis en face de cet article de la actualité.cd qui écrit « Après s'être déclarée incompétente, il y a quelques mois, la Cour constitutionnelle, par un revirement jurisprudentiel, affirmer sa compétence pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-prévenus, ce qui relance encore les procès sur la débâcle du Bukanga Lozo. La décision est tombée le vendredi 18 novembre 2022. Voici ce que dit la Cour constitutionnelle dans les dispositifs de son arrêt. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur, se déclare compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de constitutionnalité soulevées, dit que l'expression dans l'exercice des fonctions telle qu'envisagée à l'article 164 de la Constitution signifie qu'il faut que le président de la République ou le Premier ministre ait été en train de procéder à l'un des actes de sa fonction et doit être dans une situation d'exercice effectif de fonction. Il peut donc être poursuivi pendant son mandat suivant la procédure dérogatoire au droit commun prévu par la Constitution. Dit en outre que l'expression
une infraction commise à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, telle qu'envisagée à l'article 164 de la Constitution, signifie que le président de la République ou le Premier ministre ait perpétré l'infraction en dehors des fonctions mises, mais en raison des actes professionnels accomplis dans la procédure dérogatoire au droit commun prévu dans la Constitution. Alors, Maître Tshisekedi Fataki, on commence d'abord par là. Les revirements jurisprudentiels. Ok. D'entrée de jeu, je voulais bien rassurer à des nombreux téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, ainsi qu'à d'autres juristes, que nous ne sommes pas des sentimentaux. C'est-à-dire, lorsqu'il faut aborder une question juridique, nous le faisons sans état d'âme. Allons-y. Et par rapport à cette question, il conviendra qu'on se mette d'accord autour de la procédure qui a prévalu cet arrêt à ce jour décrié par certains partisans du sénateur Matata Ponyo, en ce sens que nous devons nous mettre d'accord que pour la même personne de Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle a été jadis saisie. Et en date du 15 novembre 2021, elle avait déclaré recévables les exceptions qui ont été soulevées par les collectifs, soit encore la défense du sénateur Matata Ponyo. Ainsi, la Cour s'était déclarée incompétente. Donc, il y a une décision judiciaire d'autorité. Par cet arrêt, on ne pouvait pas comprendre à ce que devant la Cour constitutionnelle qu'il y ait encore une autre procédure des recours, des voies des recours. Alors, une fois que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, la Cour de cassation, cette fois-là, a été à nouveau saisie contre la même personne. Et c'était sous les RP 08/CR. OK? Tout au long de l'examen de cette affaire, de cette cause, les avocats de Matata Ponyo avaient soulevé quelques exceptions, entre autres l'incompétence personnelle de la Cour de cassation à pouvoir juger Matata Ponyo. Alors, devant cette évidence procédurale, la Cour de cassation, qu'est-ce qu'il a fait? N'avait pas directement répondu à cette exception, mais par contre, qu'est-ce que la Cour avait fait? Avait décrété la surséance. C'est quoi la surséance dans une procédure? C'est-à-dire, on a gelé momentanément l'examen au fond du dossier, soit l'examen d'un litige, en attendant qu'elle soit vidée une autre question qui est apparemment subsidiaire à la question principale qui a été posée, pour laquelle la Cour a été saisie. Et en surséant l'examen, la Cour a motivé sa décision comme suit. Vu que Matata Ponyo parlait trichement de ses conseils, a soulevé l'exception des compétences personnelles, la Cour de cassation ne saura pas répondre à cette exception sans pour autant se référer à la Cour constitutionnelle. Et la Cour de cassation va plus loin pour dire que cette exception, voilà l'interprétation qu'avait donnée la Cour de cassation. L'exception de l'incompétence personnelle vaut autant l'exception d'inconstitutionnalité, alors que personne n'avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Vous comprenez? Il y a fraude déjà là. Vous avez tout compris. On a soulevé l'exception d'incompétence personnelle. La Cour de cassation devait répondre par cette exception. Au lieu de répondre, la Cour sur soi, mais dans sa motivation dit ceci: cette exception d'incompétence personnelle vaut autant l'exception d'inconstitutionnalité, alors que personne n'avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Et quelle est la différence entre l'exception d'inconstitutionnalité des compétences personnelles et des constitutionnalités? Ok, l'exception d'incompétence personnelle, c'est-à-dire lorsqu'un justiciable est présenté devant un juge qui n'est pas son juge naturel. Par exemple, un justiciable qui doit être entendu devant la cour d'appel, et voilà, on présente ces justiciables devant la cour de cassation, par exemple. Du fait que ce juge n'est pas son juge naturel, une fois étant devant ce juge devant qui il est présenté,
les justiciables peuvent soulever l'exception d'incompétence personnelle. Que vu mon rang, je ne suis pas justiciable devant telle juridiction. Par exemple, un chef du quartier qui est poursuivi pour faute en écriture, on lui défère devant le tribunal de paix. Maintenant, comme il est fonctionnaire qui est poursuivi pour les fautes en écriture commis par un fonctionnaire et vit le taux de la peine, son juge naturel, ce n'est pas les tripés. Tout comme un médecin qui commet une infraction, on lui poursuit devant le juge du tribunal de paix, ce n'est pas son juge naturel. Il est justiciable devant la cour d'appel. Vous voyez? Alors, lorsqu'on soulève l'exception d'incompétence personnelle, les juges doivent d'abord vider cette question liée à les compétences personnelles. On ne doit pas aller faire l'interprétation des fonctions. Mais ici c'est ce que, bon, nous ne sommes pas en train de décrire, mais c'est ce qui suscite notre grand étonnement. On a postulé à une demande. On a postulé pour une exception des compétences personnelles, mais la Cour sur soi, non pas pour répondre à cette question, mais pour dire que cette exception vaut autant l'exception d'inconstitutionnalité. Alors que pour l'exception d'inconstitutionnalité, c'est lorsque, lors d'un procès, au cours d'un procès, on fait application, soit on évoque une disposition légale, laquelle disposition viole la Constitution. Viole les dispositions constitutionnelles. C'est ça l'exception d'inconstitutionnalité. Lorsqu'on veut recourir à une disposition légale, laquelle disposition violerait la disposition constitutionnelle, on peut directement soulever devant ces juges l'exception d'inconstitutionnalité. Et les juges devant qui cette exception est soulevée doivent surseoir. Mais ici, lorsque l'exception des compétences personnelles a été soulevée, le juge de la Cour de cassation a sursis, mais tout en faisant une autre interprétation disant que du fait que cette exception a été soulevée, cela vaut autant l'exception d'inconstitutionnalité. Mais il ne s'est pas limité à ce niveau. Il va plus loin pour dire ce qui suit. D'office, la Cour de cassation saisira la Cour constitutionnelle, non pas pour l'exception d'inconstitutionnalité seulement, mais pour que ces juges de la Cour constitutionnelle puissent donner la portée exacte de l'incise à l'occasion de l'exercice, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de ses fonctions. Vous voyez? Donc les juges a saisi, les juges de la Cour de cassation a saisi en même temps la Cour constitutionnelle pour l'exception de constitutionnalité, mais aussi pour l'interprétation d'une disposition constitutionnelle. L'article 164. L'article 164 et l'article 162, vous comprenez? Alors que cela n'a pas été demandé devant la Cour de cassation. Vous comprenez là où le bas blesse. Il vous souviendra encore que nous étions sur ces plateaux pour dire que nous soutenions la procédure enclenchée contre Matata Ponyo. On ne disconvient pas que Matata Ponyo puisse répondre devant le juge pour les faits qui s'avéreraient vrais et les faits pénaux qui pèseraient contre lui. Donc, nous disons ce qui suit. Il y a encore à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut laisser dans l'arsenal juridique, dans les annales jurisprudentielles de nos autres juridictions? Lorsqu'il y a des arrêts contradictoires, encore que ici, ça va encore énerver un principe sacro-saint des droits qui se traduit en latin, bon, qui est souvent évoqué au latin, non bis idem. On ne peut pas revenir sur une chose deux fois. C'est-à-dire ici, du fait qu'il y a déjà une décision, un arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel cette dernière s'était déclarée incompétente, la même Cour, soit la même juridiction, ne peut pas à nouveau statuer sur la question de l'incompétence pour se déclarer cette fois-là compétente. D'où il y aura violation de ces principes latins dit non bis in idem. Tchik Fataki, merci, je reviens à vous. Peuple congolais, français, beaucoup de termes juridiques ici, mais moi également j'essaie de comprendre. Je pense que les Congolais, le public est tellement intelligent et il comprend ce qui se passe. Déjà, il y a un flou. Naroyoka, Maître Tchik Kalobi, c'est un juriste ici. C'est vrai qu'on les reçoit comme un analyste juridique, politique, ainsi de suite. Mais déjà, quand j'ai entendu ce que Manix a dit, j'entends également ce que Tchik Fataki dit ici également. Je prends maintenant le professeur Yeni Edith. Lui, c'est un professeur en Sciences Po. Peut-être qu'il a
une autre lecture, tellement qu'il est professeur en Sciences Po. Il pourrait nous dire ce que lui comprend de ces dossiers. Et c'est vraiment juridique ou politique, parce que les juristes disent qu'il y a beaucoup de couacs là, il y a beaucoup de choses. Alors, je prends professeur Yeni. De ce que nous tous, nous venions là d'écouter, d'apprendre chez les juristes, qu'est-ce que vous pourriez dire sous votre œil politique? Bon, en fait, je mets un peu le plaidoyer de mes frères juristes. Ouais. Vraiment, je mets cet exercice analytique, philosophique. Je me suis dit, là, nous sommes en face et à des gens qui veulent concevoir, qui ont conçu un monde, hein, qui veulent pratiquement qui évoquent ce qui devrait être. Qui évoque ce qui devrait être. Ce qui devrait être. Cette société-là parfaite. Hein? Cet idéalisme-là, je dirais, antique. Mais nous sommes juste dans un environnement où vos droits-là, apparemment, n'arrivent pas. Il n'y a pas vraiment accommodation entre ce qui évoque et les réalités de notre espace. Nous sommes en face d'un régime qui s'est fait un régime néo-présidentialiste. Donc dans le néo-présidentialisme, le chef de l'État régente la vie politique. Donc toute la vie est régentée par le chef de l'État. Donc la politique prime sur le droit. Ici, il n'y a pas respect des droits. Ici, on est dans un environnement où le droit est manipulé par la politique. Donc les politiques dictent, c'est pratiquement les dictats et les primants de la conception. C'est ce que nous dénoncions. Politique. Oui, dénoncer c'est bien. Mais je pense qu'on doit atteindre un niveau aussi, celui d'adapter nos lois, nos droits aux réalités de notre société. En tout cas, j'ai aimé ce que nos frères ont évoqué. Mais aujourd'hui, le procès Matampogno est purement politique. Oh, c'est politique. C'est un procès purement politique. Ce procès est loin du droit. Parce que, vous savez, le terrain juridique, les tableaux juridiques que nos frères ont tenté un peu de nous présenter, demeurent un peu, quelque peu contradictoires avec la réalité sur terrain. La même cour, parce qu'on nous dit que les arrêts de la cour sont inattaquables. Aujourd'hui, l'inattaquabilité de ces arrêts-là devient encore une question. Bon, en fait, ça nous ramène encore à se poser vraiment des questions, à se questionner sur ces principes et diront sacro-saint. Mais chez nous, nous disons, ici, M. Matata Pogno, oui, moi j'adhère pratiquement à sa conclusion lorsqu'on dit tous, nous étions pour qu'il y ait un procès équitable. Parce que c'est l'argent du peuple congolais, du contribuable congolais. Mais le droit, c'est la procédure et le fond. Donc la forme et la procédure. Lorsque vous violez la procédure, en tout cas, je pense que tout est déjà biaisé. Ici, le problème est que la procédure n'est pas ou n'a pas été respectée. On continue juste à la violer. On continue parfois à violer la procédure. Mais tout ce qui se passe parce que la politique ou les politiques veulent mettre sa main sur Matampogno. Si Matampogno était prudent, il s'inscrirait directement dans l'union sacrée et trouverait pratiquement solution à ses peines. Alors, qu'en reste-t-il de l'état de droit qu'on nous clame matin, midi, soir? L'état de droit. Quel état de droit dans un état où c'est lui ou le régime qui veut appliquer l'état de droit est illégitime? Qui veut juste appliquer l'état de droit est illégitime. Et le même régime souffre d'une pathologie criante que nous appelons en sciences politiques la crise de représentativité. Un régime qui ne reflète pas le vœu du peuple. Là, c'est selon vous, professeur. Pas selon moi. Le président a été un régime qui a énervé la science politique. Le président a été Mais comme la science politique, on ne se pose pas la question pourquoi. Nous, on est dans les comment, on accepte, mais cette pathologie, elle est criante dans toute démocratie. Donc, déjà, on ne peut pas évoquer vos principes d'état de droit dans un état qui n'a pas de droit. Parce que
On a souvent tendance à répéter République démocratique du Congo. Moi, j'ai dit cette redondance voulue par les rédacteurs, nos constituants, en réalité ne reflète pas notre identité. Notre identité. On a un pouvoir autoritaire. On est dans un régime autoritariste. L'autocratie, pratiquement. Bien évidemment, parce que... Là, c'est selon vous. Non, tu dis selon moi, mais la réalité sur terrain atteste hier. On vous dit, aujourd'hui, Martin Pogno est poursuivi. On fait des interprétations sur les cas Martin Pogno, mais hier, on a connu des cas ici qui ont complètement violé la discipline de mon frère. Aujourd'hui, les juristes, je ne sais pas, n'ont pas vraiment des leçons à donner à nos éthiques, parce que tout est contradictoire dans ce pays. Avant de prendre Tchik Fataki de revenir, mais est-ce que cela n'ouvre pas une brèche pour inquiéter également les sénateurs à vie? Parce que je vis en tout cas une publication disant que si on juge Matata, donc directement les sénateurs à vie, Joseph Kabila, ancien président, pourrait également être jugé. Bon, c'est pratiquement les mêmes verrous. Dans une oligarchie, dans un état de privilèges, parce que quand vous évoquez Matata, le sénateur à vie sont pratiquement des privilégiés. Donc nous sommes dans une oligarchie. Et dans cette oligarchie, les oligarques ont pratiquement construit un système juridique de principe les protégeant. On vous dit à la fin, avant de partir, il laisse quand même une loi, la loi portant statut des anciens chefs de l'État, qui sont pratiquement exemptés de toute poursuite judiciaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons un jour détruire ces construits. Ces construits qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais juridiquement, les juristes nous renseignent que cela ouvre déjà une brèche pour un jour poursuivre celui de l'homme de Kingakati. Alors, Tchik Fataki, je reviens à vous. La première des questions, est-ce la Cour de cassation est compétente à saisir la Cour constitutionnelle? Ce qui est vrai, personnellement, avec ma petite expérience juridique, soit des juristes, la Cour de cassation qui saisit d'office la Cour constitutionnelle, parce que ce sont les deux juridictions, les deux autres juridictions. Nous avons trois ordres juridictionnels. La juridiction de l'ordre judiciaire, coiffée par la Cour de cassation, la juridiction de l'ordre administratif, coiffée par les conseils d'État, et la juridiction de l'ordre constitutionnel, qui ne comporte qu'une seule juridiction, qui est la Cour constitutionnelle. Alors, personnellement, c'est ma première fois de voir que la Cour de cassation saisit directement d'office, mais il y avait un cas pareil, dans lequel la Cour constitutionnelle se serait saisie pour interpréter une disposition constitutionnelle dans une affaire qui concernait Mbosso, je pense, j'ai encore des références. Mais pour ces cas d'espèce, du fait que aucune des parties n'avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour de cassation, alors que la Cour de cassation a transposé, a transformé, a habillé à sa manière l'exception d'incompétence personnelle en exception d'inconstitutionnalité, mais aussi l'exception doublée par l'exception, pas l'exception, mais la saisine de la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. Moi, je pense à mon humble avis qu'il y a anguille sur roche, que nous décrions. Nous décrions pourquoi? Parce que nous tous, nous apprenons chaque jour à travers la procédure, à travers les faits qui se présentent devant les cours et tribunaux. Lorsque les juridictions auront des décisions, c'est aussi une occasion en or pour permettre aux juristes d'apprendre, de consolider leur savoir. Mais lorsqu'il y a des cas pareils qui prêtent à confusion, qui poussent les juristes à pouvoir tourner mille fois leurs connaissances pour se dire mais où en sommes-nous?
c'est un cas, un précédent fâché qui pourrait peut-être dans les jours à venir susciter des jurisprudences contradictoires. Alors qu'en réalité, on ne pouvait pas avoir des jurisprudences contradictoires. Pour la même juridiction qui se déclare compétente, et après quelques jours, la même juridiction se déclare incompétente, vous voyez, on pouvait se servir de telles décisions. C'est permis en droit que la même juridiction... Bon, je vous ai évoqué ici un principe général des droits traduit en français, mais en latin c'est non bis idem, c'est-à-dire la décision qui a fait déjà, un fait qui a fait déjà l'objet d'une décision judiciaire, on ne peut pas réjuger les mêmes faits opposant les mêmes parties. Parce qu'il y a déjà une décision, on évite à ce qu'il y ait des décisions contradictoires. Parce qu'ici, il y avait déjà une décision dans laquelle la Cour s'est déclarée incompétente. Mais comment la même Cour pourrait encore se déclarer incompétente pour juger la même personne? Encore que, devant la Cour de cassation, cette exception n'a pas été soulevée, mais la Cour de cassation s'est permis. Sur base de quelle disposition c'est sur base du règlement intérieur de la Cour de cassation qu'on nous donne la disposition alors? Parce que ici, j'avais suivi la Cour constitutionnelle, dans sa motivation dit que saisie de l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de constitutionnalité. Est-ce que devant la Cour de cassation, d'autres questions d'inconstitutionnalité ont été soulevées? Aucune question d'inconstitutionnalité n'a été soulevée. La seule question qui a été soulevée, fut la question relative avec les compétences personnelles. Alors, d'autres questions d'inconstitutionnalité qui seraient soulevées devant la Cour de cassation, transposées, soit mutées devant la Cour constitutionnelle, c'est là où je n'en reviens pas. Est-ce c'est là comme la question que je posais, est-ce que cela n'ouvre pas une brèche pour juger également Kabila si il pourrait y avoir des petits soucis? Bon, c'est que les communs des mortels, les communs des Congolais ne doivent pas perdre de vue et que depuis l'avènement de notre constitution, la caste des intouchables a été déjà massacrée, entamée. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui seraient intouchables. Mais où serions-nous et quelle serait la portée réelle de l'état des droits? Quand on dit l'état des droits, c'est un état dans lequel il y a la primauté des textes juridiques sur toute autre considération, sur tous les aspects de la vie sociale. Donc, que ce soit Matata Ponyo, que ce soit l'ancien président de la République, tout le monde est justiciable. Alors, on suppose que la question majeure, la question fondamentale qui doit se poser, c'est peut-être la fixation, la certitude. Nous devons... Quelle serait la réponse fiable et efficace de la juridiction censée de juger un ancien Premier ministre, mais aussi un ancien président de la République. Mais ce que les Congolais doivent retenir, ce sont des personnes qui sont justiciables, qui sont à même d'être jugés, être condamnés pour des faits qu'ils auraient commis à l'occasion de l'exercice de leur fonction, pendant l'exercice de leur fonction, soit à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Et moi, je suis d'avis que soit un ancien Premier ministre, soit un ancien président, soit jugé et condamné. Ouais. Alors, pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de l'opinion, alors, Maître Tichik Fataki, la question que je vous pose, nous sommes dans cette situation de Matata Ponyo. Alors, quels sont les juges naturels, ou soit la juridiction naturelle qui pourrait juger Matata Ponyo? Parce que là, nous sommes perdus. On se pose des questions, est-ce la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle? Exactement, quelle est la juridiction naturelle qui pourrait juger M. Matata Ponyo dans cette fonction, ou soit dans cette affaire? Dans mon exorde, dès l'entame de mes propos, je vous avais défini ma posture. C'est-à-dire, lorsque nous venons ici comme coordonnateurs du mouvement associatif Secours la jeunesse, nous mettons de côté toute considération sentimentale. Exactement. Nous ne parlons que des analyses, nous faisons des analyses purement objectives, dénuées de toute considération subjective. Là, je m'en vais clairement vous dire ce qui suit. La Cour constitutionnelle, qui est la juridiction naturelle, les juges naturels pour juger le Premier ministre en fonction et le président de la République pour les faits qu'ils peuvent commettre. On précise en fonction. En fonction. En vertu du principe du droit pénal général, le principe dit la cristallisation
de l'infraction au moment des faits. C'est-à-dire, pour considérer qu'une infraction a été commise, il faut se situer au moment de la commission de l'infraction. Mais comme les présidents de la République, les premiers ministres sont justiciables devant la Cour de cassation, parce que pendant l'exercice de leurs fonctions, ils sont couverts des immunités, ils ne peuvent pas être poursuivis pendant l'exercice. Moi, je pense que c'est une situation qui est gênée. Une fois en étant démis de leur fonction, c'est une affaire qui peut refaire surface pour être discutée devant. Moi, je pense que c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge naturel pour connaître les infractions commises, soit par les présidents de la République, soit par les premiers ministres, mais aussi lorsque ceux-ci cessent d'être en fonction. Mais s'il s'avère qu'ils auraient commis des infractions pendant l'exercice, soit à l'occasion de l'exercice de leur fonction, c'est toujours la Cour constitutionnelle qui démère la juridiction préférentielle, la juridiction compétente pour connaître leur sort. Mais c'est que les gens ne pouvaient pas comprendre comment Matata Ponyo a été présenté devant la Cour de cassation. C'était pourquoi? Parce que il y avait une ambivalence. Il y avait une petite dichotomie qui se faisait du fait que Matata Ponyo actuellement est sénateur. Or, le juge qui est capable de juger sénateur, c'est la Cour de cassation. Alors on ne savait pas si Matata Ponyo aurait commis des infractions à l'occasion de sa qualité de sénateur. Là, on pourrait lever ses immunités et lui déférer devant la Cour de cassation. Mais comme ce sont des infractions qui ont été cristallisées pendant qu'il était Premier ministre, pendant qu'il fut Premier ministre, c'est toujours la Cour constitutionnelle qui demeure compétente pour connaître les infractions qu'il aurait commises. En fait, si on enlève certaines irrégularités, donc la Cour constitutionnelle est compétente à juger selon vos analyses. Vous allez comprendre que ce n'est pas ma première fois pour donner ma position à cette question. Exactement. J'ai fait autant d'analyses autour de la question et suivant mes recherches, je me suis rendu compte que la Cour constitutionnelle était évidemment compétente pour connaître des infractions qui seraient commises par Matata Ponyo. Mais ce que nous ne sommes pas d'accord, c'est la violation de la procédure parce que le droit, la forme et l'emporte sur le fond. Merci beaucoup. Alors, professeur Yeni, on finit ces dossiers. On prend vite les résolutions de ces mini-sommets qui s'est tenu hier au niveau de Luanda. On va analyser ça. C'était hier, les présidents. On commence d'abord sur le plan la forme. L'absence de Paul Kagame vous dit quoi? Il a délégué. C'était pratiquement un sabotage. Son ministre des Affaires étrangères. C'était pratiquement un sabotage sur le plan diplomatique. Ouais. Aujourd'hui, nous devons juste savoir que le Rwanda n'est pas disposé à appliquer les résolutions de ces différentes négociations. Ouais. Luanda, Nairobi, tout comme celles qui sortiront les résolutions qui sortiront pas mal de quoi de celles de la France, parce qu'il y a aussi une autre médiation que la France est en train de jouer entre la RDC et le Rwanda. Bon, je vis pratiquement le président de la République s'est déplacé, mais dirons d'abord, soyons clairs. Aujourd'hui, le régime actuel... Donc l'absence de Kagame, c'est un sabotage. Déjà là, c'est clair. C'est un sabotage. Allons-y, voulons. Bon, je dirais, on doit quand même dire la vérité au peuple congolais. Vous savez, moi je dis, cette affaire, aujourd'hui, il y a assez de points que l'on ne sait pas vraiment expliquer. Il y a assez de points difficiles à expliquer ici. Pourquoi? Il y a le pays, notre pays vient de conclure des accords, de ratifier les traités de la communauté des États EAC, donc de l'Afrique de l'Est. Dans l'article 4 de cette communauté, c'est clair, tout État membre peut pratiquement céder une partie de son territoire et céder pratiquement sa souveraineté à un État membre. Or, quand vous analysez de très près, vous verrez que le Rwanda et les autres n'ont pas assez de terres. Je ne sais pas que ce céderont pratiquement à la RDC. Donc les terres qui seront cédées, c'est celles pratiquement de la RDC. Et cette disposition me ramène directement à l'article 4 de l'accord de l'Emera, signé le 23
octobre 96. Donc, dans l'article pratiquement 4 stipule ceci. Une fois l'AFDEL au pouvoir, l'AFDEL cédera 300 km² de terre. Mais c'est un programme d'application, non? Ne vous en faites pas, nous sommes en politique. Ces accords ont entraîné la mort de Mouzé. Ah, c'est ça. Ont entraîné la mort de Mouzé. On crée des rébellions. Et après rébellion, le gouvernement de 1+4 nous a doté pratiquement d'une concession dite de Belgérand. Et dans cette concession, dans son article 217, pratiquement les mêmes dispositions sont reprises. Ouais. Où on dit le Congo peut céder sa souveraineté sur une portion, quelques portions de ses terres au nom du panafricanisme. Dans l'article 217 de notre constitution. Maintenant, lorsque vous analysez de très près ce qui a été signé dans le traité des États de l'Afrique de l'Est, on s'est dit c'est pratiquement la même chose. Donc c'est la même démarche que celle de l'article 217 de notre constitution et l'article 4 de traité, ou traité traité créateur. Donc apparemment, si je vous comprends bien, c'est un complot qui date de longtemps. Un complot qui date de longtemps, entériné par le régime actuel. Voilà pourquoi nous, Nouvelle-Élande, nous demandons au régime de pouvoir quitter pratiquement ces différents accords. Ah d'accord. Quitter ces différents accords et traités, parce que nous avons vendu le pays. Là, disons ça aux Congolais. Nous avons vendu le pays. Nous avons vendu le pays. Nous avons vendu le pays. Notre souveraineté est préemptée par ces différents accords signés non seulement par le régime Kabila, mais aussi par le régime actuel. Soyons clairs. Parce que je les traités avec moi ici. Les traités, je les traite avec moi. Le traité organisateur pratiquement de l'EAC. Donc, c'est pour dire que les accords de Luanda aujourd'hui, les accords de Luanda ont déjà violé signé directement violé par Kagame. Par Kagame. Donc aujourd'hui, je pense que l'entreprise reste encore dans sa soif, de la création de cet empire humain Tutsi pour la survie de ces différentes communautés, donc de la communauté Tutsi et Hutu. Il est temps de demander pratiquement. Moi je dis, nous soutenons, nous on a marché pour soutenir nos FARDC, nous sommes derrière notre armée, nous soutenons juste le FARDC pour bouter l'ennemi dehors. On sait qu'aujourd'hui Tshisekedi a compris qu'il a commis assez d'erreurs, il revient à la maison. Il fait ces cerceaux patriotiques que tous, que l'on soit derrière nos FARDC, nous et ceux qui nous gèrent aujourd'hui, pour bouter l'ennemi dehors. Mais je dirais un mot par rapport à ce qui se passe juridiquement dans le dossier Matata Mponyo. Aujourd'hui, la conception juridique, je dirais, romano-germanique que nous appliquons aujourd'hui est largement dépassée. Je vais emprunter un peu la voix de mon aîné papa. Le professeur le nom viendra. Un professeur de droit là, j'oublie son nom, un Mongo. Ça viendra. Le papa là militait pour la Mboyo. Mboyo militait pour la réhabilitation des pouvoirs coutumiers. À un certain moment, quand nos frères juristes parlent, c'est toujours ils se réfèrent toujours à des termes et apparemment notre droit est vraiment importé. Ça doit une carte avec les règles locales. Il est temps de revoir encore ces dispositions, d'intégrer encore une dimension locale. Nos aïeux vivaient dans une société structurée où il y avait des lois, où tout était organisé. Quand bien même nous étions une société orale, on est passé de l'oralité à la société, à la tradition écrite, mais on peut encore revaloriser ce qui a existé. Et enfin, de permettre à l'homme congolais de vivre dans un univers qui lui sera réellement favorable. Parce que ces dispositions importées de toutes pièces n'arrivent pas à s'accommoder à
le réalité du terrain. Voilà pourquoi vous trouverez toujours des contradictions et des contradictions. Des jurisprudences et des jurisprudences. Au besoin, prenons cette disposition, cette jurisprudence-là pour créer un droit aussi qui reflète nos... Merci beaucoup, professeur Yeni. Alors, Tchik Fataki, parmi les résolutions, d'ailleurs même de ces mini-sommets, la première des résolutions intitulée « Les mini-sommets a décidé ce qui suit ». Le point A, cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à compter de vendredi, c'est vendredi 25, donc demain à 18h juste, le jour J. Respect absolu du prescrit des communiqués, des conclaves des chefs. Là, je lirai après. Tchik Fataki, est-ce, en disant c'est là, les M23 vont directement écouter, ou bien c'est par quelle magie, parce qu'il y a des chefs d'État qui se sont décidés, qui se sont mis ensemble, décident que non, les M23 doivent cesser, et puis ces gens-là cessent. Alors, nous avons une position autre. Nous n'allons pas aborder la question du communiqué relatif au mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale en République démocratique du Congo. Nous allons commencer par remonter la filière pour revenir sur les communiqués des différents conclaves des chefs d'État sur la RDC qui avait eu lieu à Nairobi, notamment le deuxième conclave et le troisième. Ces conclaves avaient eu lieu en cette année, au mois de juin. Le deuxième conclave au mois d'avril et puis le troisième au mois de juin 2022 courant. Donc 2022. Mais dans ces conclaves, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie politique. Et en diplomatie, la RDC semble être effacée. La RDC ne pèse pas. Pourquoi? Nulle part dans les communiqués de ces conclaves, on avait cité nommément les mouvements rebelles, les groupes rebelles M23. Vous allez parcourir de bout en bout ces communiqués. Nulle part vous verrez qu'on a indexé les M23, moins encore les Rwandais. Mais au point 7 de ces conclaves, d'abord, au point 6, qu'est-ce qu'il a été décidé? Les chefs d'État ont exigé qu'un cessez-le-feu immédiat soit imposé. Cessez-le-feu immédiat entre qui et qui? Parce que les forces loyalistes des FARDC combattent contre les mouvements rebelles dénommés M23. Les FARDC se défendent parce qu'il y a eu la violabilité de l'intégrité territoriale. Il y a un groupe qui vient pour semer la désolation, pour tuer, pour commettre des grandes exactions à la population congolaise. Mais comment, face à une attaque aussi injuste que celle-là, la RDC, représentée par ces forces loyalistes, devrait cesser les faits? Devrait-être cesser les faits. On exige encore la cessation des hostilités, y compris les retraits des positions récemment prises. On n'a nulle part indexé les M23. On n'a nulle part cité nommément le groupe rebelle M23. Point 7. Allons-y. Les conclaves a reconnu et réitère que la confiance, la cessation des hostilités, le cessez-le-feu inconditionnel, la participation au processus politique du pays. Là, on plaidait déjà indirectement pour que les M23 puissent participer. Ah, voilà, vous êtes déjà là. Mais ici, on a même parlé du sort des combattants lors de la réintégration. Donc, indirectement, on voulait plaider déjà, commencer à préparer, à rouler déjà les tapis pour que les M23 viennent participer au processus politique. Donc, si je comprends bien, nous allons dans ça. Vous allez comprendre parce que ici, j'étais encore en train d'analyser uniquement les communiqués du troisième conclave des chefs de l'État sur la République démocratique du Congo. Et ici, de bout en bout, vous allez comprendre qu'on avait fait que préparer le terrain pour que les M23... Tout était déjà balisé. Tout était balisé. Ici, nulle part, vous verrez qu'on a condamné les M23, qu'on reconnaît les M23 comme un groupe qui sème la désolation dans notre pays et qui serait soutenu par un autre pays. En diplomatie, c'est déjà dangereux parce que lors de ces conclaves, nous étions représentés. Il y avait nos représentants diplomatiques qui étaient sur place. Mais comment on n'avait pas hausser les tons pour condamner, pour que dans ces communiqués soient couchées toutes les évidences. Mais cette fois-ci aussi... Alors cette fois-ci, écoutez, il y a encore une hypocrisie. Dans les communiqués final de la résolution de ces mini-sommets, nulle part
on a cité les Rwandais. Nulle part on a reconnu les Rwandais comme coupables. Comme agresseur. Qui nous agresse. Ou soit qui soutient même les il est de l'autorité publique et les Rwandais a été indexé comme notre agresseur. Il y a plusieurs rapports même. Ce que vous allez comprendre ici, on a fait l'apologie, on a exalté, on a magnifié, on a glorifié les M23 jusqu'à ce que on reconnaît la suprématie de la capacité soit de la force militaire des M23. En diplomatie, c'est dangereux. Comment devant les représentants des États, de quelques États, vous commencez à vanter un groupe rebelle? Regardez ce qui a été écrit, ce qui a été repris au 7e point B. Les chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire dans la région de l'Est de la RDC et exprimé leurs préoccupations concernant point B, l'acquisition par les M23 d'armes, d'autres moyens de plus en plus sophistiqués pour mener des attaques contre les forces armées. Mais comment? Donc, il reprend le discours de Antonio. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que c'est déjà quelque chose qui s'est préparé. En diplomatie, c'est déjà un message qu'on voulait faire passer aux représentants de notre pays pour dire qu'attention, vous êtes en position de faiblesse parce qu'ils sont militairement équipés, sophistiqués. Plus que vous. Comment on peut répondre que l'acquisition par les M23 d'armes et d'autres moyens de plus en plus sophistiqués. Ça, c'était déjà pour faire l'apologie, pour exalter déjà la complexion militaire des M23 et pour dire à notre gouvernement qu'attention, non, mais c'est Gramic, laissez-moi encore aborder. Vous chutez par là. Ici, les professeurs s'impatientent déjà. Lorsqu'on exige à ce qu'il y ait cessation des hostilités, il y a un point qui a été abordé et qui a suscité notre attention. Lesquels points Qu'est-ce qui a été évoqué? Ici, on dit que pour les M23, pour les autres groupes rebelles, on demande à ce que ces groupes soient désarmés, les désarmements. Tandis que pour les M23, on demande à ce qu'ils soient cantonnés, les cantonnements. Ça, c'est au point 9. Mais comment? Dans notre pays, il a été recensé depuis l'étude de cercle. En fait, vous expliquez un peu à la population la différence entre les désarmements et puis les cantonnements. Très bien. Très vite. On reconnaît que dans notre pays, il existe plus d'une centaine de groupes armés. Avoisinant 122. Mais les M23, c'est aussi un mouvement rebelle qui est indexé, qui a été reconnu comme tel. Mais comment on demande à ce que, pour les autres groupes armés, on demande à ce qu'ils soient désarmés. Tandis que pour les M23, on demande à ce que les M23, cantonnement des éléments des M23. Cantonnement, c'est-à-dire qu'on mette les éléments des M23 quelque part. En quarantaine. Avec tous les effets, leurs effets militaires. Donc on gêne quand même leur activisme. Mais il reste comme tel, on ne viendra pas pour les menacer, se cantonner. Tandis que pour les autres groupes, on les désarme. Parce que le Rwanda avait dit qu'il y a les FDLR, il y a aussi d'autres groupes qui équipent dans l'Est et qui constitueraient une insécurité pour le Rwanda. Alors, le Rwanda a pesé diplomatiquement pour qu'on puisse demander à d'autres groupes rebelles d'être désarmés immédiatement. Et tandis que pour les M23, que les M23 soient désarmés. Mais je suis satisfait, ici, on reconnaît, on demande, ça c'est au point 8, paragraphe K, lettre K, on dit la reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda, la reprise de la coopération diplomatique. Mais figurez-vous maintenant, alors qu'on pensait qu'on n'avait pas affaire au Rwanda, avec le Rwanda, mais comment ici on exige à ce qu'il y ait les dialogues bilatéraux entre deux pays, donc la RDC et le Rwanda, et on sollicite en même temps qu'il y ait la reprise des relations diplomatiques. Vous comprenez que ici, le Rwanda a pesé diplomatiquement pour qu'il ne soit pas indexé comme notre adversaire, mais aussi les M23 continuent de bénéficier des soutiens extérieurs. Donc, sur le plan de la géopolitique, la RDC a encore des insuffisances. Il suffira à la jeunesse de prendre à bras les corps cette affaire pour pouvoir. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Exactement. Autour de ces je dois prendre encore maître Tchik. Fatak, invité à Burundi, invité à une plateau, ta documentation invitée. Mais invité à un plateau, à ta documentation exacte. Alors, je prends le professeur Yonipov.
Donc, on prend les derniers thèmes, la CENI. Selon les infos, c'est vrai que vous allez rebondir, soit vous organisez à votre temps d'antenne. Selon les informations, cette fois-ci, on pourrait s'enrôler même à partir de la maison à travers votre smartphone. C'est une information qui circule déjà. Donc l'enrôlement pourrait se faire également à partir de ta maison. Tu es là. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas encore officialisé, mais les informations qui circuleraient, je la mets en tout cas entre guillemets sous réserve. À partir, quand l'enrôlement va commencer, on pourrait se faire enrôler soi-même. À partir de ta propre maison, avec ton smartphone, tu peux t'enrôler. Alors, quelle est la crainte? Parce que c'est une indiscrétion déjà qui s'est dit. Et quelle est la crainte d'après vous? Dans un état où juste l'informatique n'est pas maîtrisée, ou peut-être les gens ont du mal à accéder pratiquement au smartphone, à cette technologie nouvelle. On n'en a pas assez, on a pratiquement un réseau à problème, et l'État, même la CENI, ne maîtrise pas parfois juste le flux, des données. J'ai dit c'est un problème. Au-delà des stages, laissez-moi dire, et quelques mots juste en ce qui concerne le M23. On demande au M23 de rentrer dans leur position initiale. Oui. C'est ça même la grande question. C'est quoi la position initiale? Signifierait que quand Tshisekedi est entré au pouvoir, le M23 était quelque part, posséder des terres, contrôler des terres. Or, il a été clairement démontré que depuis 2013, les M23 ont été pratiquement défaits. Maintenant, je me demande, lorsqu'on dit les M23 vont rentrer dans leur position initiale, c'est quoi la position initiale? Que nos frères de l'Union sacrée viennent nous éclairer, c'est quoi juste la position initiale? Ça, c'est d'abord la première des questions. Ils ont dit, moi j'ai dit il faut négocier. Mais quand vous suivez pratiquement les accords tels que conclus par notre gouvernement, d'ailleurs, je crois bien, le chef de l'État a tenu un discours reprenant pratiquement tous les dispositifs de la trahison, en disant que GI a dorloté les Rwandais par des accords commerciaux. Par bonne foi, il a dit. En diplomatie, on ne parle pas de bonne foi. En politique, ça n'existe pas. La politique, c'est un monde d'intérêts. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Un chef d'État ne peut pas dire à sa population que par bonne foi, j'ai cédé, j'ai à conclure des accords commerciaux, céder notre or au Rwanda, notre espace aérien au Rwanda. Donc, je permets aux Rwandais de nous contrôler, de faire pratiquement des Goma, leur base arrière. Or, Goma, c'est une ville stratégique. Dans la récréation de l'Empire Imatuti, pourrait Goma, c'est même la capitale. En fait, j'entends souvent ça, moi je comprends, mais expliquez un peu aux téléspectateurs qui nous suivent, l'Empire Imatuti, c'est quoi? Certainement, il y a des jeunes étudiants qui nous suivent, qui se demandent, qui se posent la question, Empire Imatuti, c'est quoi? L'Empire Imatuti, c'est un vieux empire qui a existé dans le temps, qui regroupait les Nilotiques et le Bantou, donc le Bantou que vous appelez les Tutsis et les Hutus. Mais non, cet empire-là, d'après les Rwandais, se situait au-delà de l'espace rwandais, ougandais, burundais, aller jusqu'au Kivu. Parce qu'on parle de Kivu, on voit les deux Kivu. Maintenant, pour eux, les Rwandais se battent pour obtenir un espace vital, afin de régler leurs questions, qui est celle, le conflit Hutu et Tutsi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se pose un problème. C'est une guerre d'abord. Ils veulent un espace d'occupation, occuper un espace, mais également cet espace-là se révèle aussi riche en matières premières. À l'ère de la révolution de l'information, à l'ère numérique, cet espace regorge des ressources ou des matières premières qui accompagne pratiquement la révolution numérique. Voilà pourquoi, d'après les Rwandais, d'après les Nilotiques et le Bantou, le Hutu,
cet espace. Les Kivu, d'après pendant le traçage des frontières, une partie du Rwanda a été récupérée par la Belgique. Ils doivent les récupérer à tout prix. Maintenant, les Rwandais se sont bâtis pour se doter d'un statut de... Ils sont considérés comme étant la deuxième minorité au monde après la minorité juive. C'est disant pratiquement le fils de la reine de Saba, donc des juifs noirs. Ils bénéficient de privilèges inouïs. Voilà pourquoi vous verrez tout le grand lobby juif derrière le Rwanda, accompagne le Rwanda, tiennent à tout prix à ce que le Rwanda puisse faire ce qui se passe. Et le Rwanda se bat. Il revient aux Congolais. Nous, Nouvelle-Land, nous avons dit, faisons la guerre au Rwanda. On dit on est sous embargo. Oui, mais il y a lieu de contourner l'embargo. Aujourd'hui, le Rwanda n'a un budget que, en termes de mobilisation réelle, de 3 milliards. Nous, on a déjà dépassé 10 milliards. Donc, numériquement, nous avons une armée de plus de 250 000 personnes. Démographiquement. Et on a une armée de 30 000 hommes. Démographiquement, nous possédons tous les avantages possibles. Merci beaucoup. Pour je dirais pour que notre drapeau soit pratiquement implanté au quoi qui gagne. Merci. En 1916 et 17, les forces publiques congolaises ont réussi à récupérer le Rwanda et le Burundi. Merci. C'est comme ça que la Nation des Nations va reconnaître en 1925 fera pratiquement du Congo, Rwanda, Burundi une colonie belge. Merci beaucoup, professeur. Protectorat parce que les forces congolaises vont marcher sur le Rwanda. S'il vous plaît, professeur. Alors, bino bato bolanda biso na YouTube. Bolingi makambo base mingi. Bémission à Rolande Amour. Je pense je dois encore avoir ces castings. Professeur Yeni et également Tishik. Fatek. Comment on a joué au cas de Fongolangaï mémoire. Nabino bato aux Rolanda. J'ai dit ça en lingala pour que tous nous puissions comprendre. Je sais que vous appelez Maïe les Mingi, mais j'ai dit ça pour que tous nous puissions comprendre. Ce qui se passe est tellement très sérieux. Alors, Tishik, Fataki, nous prenons, c'est vrai que nous sommes à la fin, nous allons revenir pour une autre émission pour essayer un peu de creuser sur les problèmes sécuritaires au niveau de l'Est du pays. Mais on prend la question sur la CENI. La CENI a annoncé, selon les informations également, on pourrait publier les calendriers électoraux ce samedi. Et selon une autre information, que l'enrôlement pourrait se faire, en tout cas cette fois-ci, certains, ceux qui veulent, à partir de la maison, à travers ton smartphone. Alors, quelle est votre lecture? C'est déjà de la triche en avance? Ça insinue quoi? Humblement, jusqu'à la preuve du contraire, moi j'ai classé ça dans le panier de la spéculation. Ça serait encore des spéculations parce que en matière électorale, les prévisions, soit tout ce qui se passe ne tombe pas du ciel. Cela doit être cristallisé dans une judiciaire juridique dénommée la loi électorale. C'est-à-dire tout doit être en amont prévu dans la loi électorale. Est-ce que dans la loi électorale qui serait votée, on avait prévu la possibilité de pouvoir procéder à l'enrôlement par des smartphones? En 2018, la loi n'avait pas prévu des machines à voter. Encore que, non. C'est-à-dire, même s'il va falloir prendre en compte cet aspect de choses, ça doit passer par les organes attitrés pour valider cette question, soit encore. Nous sommes au Congo. Moi, je pense que nous ne devons pas donner du crédit à des spéculations. L'opération d'enrôlement, c'est une opération de préfiguration qui prépare déjà, c'est à 60% les élections. Parce qu'il y a déjà certaines informations qui disent clairement qu'au niveau du Kasaï, en tout cas, il y a déjà un sérieux problème avec des centres. On aurait multiplié des centres. Non, parce que ce que vous devez vous poser aussi comme question, c'est quand la personne se ferait enrôler au travers son smartphone,
comment y aura-t-il l'impression de la carte d'électeur? Parce qu'à l'issue de l'enrôlement de cette opération, ça se matérialise par l'obtention sur la délivrance de la carte d'électeur. Alors, intellectuels que nous sommes, comment nous pouvons comprendre comme si on serait entré de s'enregistrer sur les comptes MPSA, soit Orange, Man, Bertel, Man, comme ça, pour se faire les droits des aujourd'hui à opérer. Scientifiquement, après s'être enrôlé, comment vous allez vous délivrer la carte? On peut vous demander même d'imprimer. C'est faisable. Juste, on peut condamner la procédure, mais avec l'évolution scientifique. Alors, j'ai encore. Je dispose encore des montants. Je comprends tout cas votre. Ok, c'est-à-dire, nous sommes en train d'analyser comme des intellectuels qui ne donnent pas crédit aux spéculations. Lorsqu'il y a de telles spéculations, ici, les journalistes n'ont pas dit que c'est une évidence. C'est ça la vérité. Il a parlé au conditionnel. C'est une information qui circule. Voilà, une information qui circule, qui n'a pas encore de sources, parce que nulle part la CENI a rendu public un communiqué du genre, de ces genres. Donc, moi, je classe ça dans les paniers de la spéculation. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps à pérorer là-dessus. Je m'en vais rapidement aborder la question liée à on prend les calendriers. Alors, en fait, c'est vrai que vous allez continuer avec ça, mais les calendriers, si on publie les samedis, est-ce que nous serons dans les temps ou bien ça pourrait... Il y a encore une autre équation que les Congolais doivent savoir, et que par rapport à la configuration des choses, à la configuration actuelle des choses, nous sommes déjà vers la fin de l'an 2022. Bientôt, ça sera le début de l'année 2023. L'opération d'enrôlement en soi, en elle-même, peut nous prendre au-delà de 10 mois. Pour ne pas exagérer, approximativement 18 mois. L'opération d'enrôlement des électeurs. L'opération d'enrôlement des électeurs et tous ses annexes. Donc, c'est déjà une sonnette d'alarme. Donc, d'une part, les électeurs et puis les politiciens doivent se préparer pour aller aux élections. Mais la population doit comprendre que nous serons déjà en retard pour les élections. Parce que l'opération seulement l'enrôlement des électeurs va nous prendre beaucoup de temps. La consolidation de la cartographie électorale et toute autre opération similaire qui précède les élections, ça nous prendra approximativement 18 mois, plus de 18 mois. Donc, nous sommes déjà en perte de vitesse par rapport à la tenue, soit encore à l'organisation des élections. Mais si j'aimerais un peu reculer en arrière pour épingler une question, et que actuellement, la RDC avait levé une option, c'était l'option militaire. Et cette option a effrayé même nos bourreaux, parce que la guerre que nous subissons, c'est une guerre par procuration. Sur le plan de la géopolitique, du fait que nous avons un territoire, soit nous avons quelques localités de nos territoires qui comportent des minéraux, et il y a dispute, il y a rivalité de ces territoires avec d'autres pays voisins qui convoitent nos ressources naturelles. Et cela a suscité sur la curiosité de certaines multinationales. D'où il y a l'insécurité à l'Est, d'où il y a la question de la géopolitique. Or, notre pays devait mettre beaucoup de moyens pour renforcer tout ce qui a trait avec la géostratégique, la géopolitique, pour que nous soyons à l'abri de ce que nous sommes en train de vivre. Par ailleurs, comme l'option militaire a été déjà levée, il a fallu que nous restions sur cette lancée. Ce langage-là a fait déjà peur à nos... Mais non, c'est-à-dire qu'en diplomatie, même le fait que la RDC a envoyé, bon, si on n'accepterait pas cela ostentatoirement, s'il y avait des avions de chasse qui ont circulé les ciels rwandais, les territoires aériens rwandais, pendant quelques minutes, diplomatiquement, cela avait des effets. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu rapidement concocter, soit conjuguer avec quelques États de l'Afrique de l'Est pour nous faire dormir debout alors que nous étions suffisamment agressés par le Rwanda. Nous ne devons pas oublier, parce que j'ai ici même l'accord de paix entre les gouvernements et les M23. L'accord qui a été signé en 2013. Mon ami a dit ici la veille, la M23 a
a été battu en brèche, mais moi je dis que non, c'est sur base de ces accords que les M23 avaient cessé les hostilités. Merci. Encore qu'il y a encore d'autres dispositions de ces accords qui étaient en souffrance, notamment l'article 7 et l'article 13, parce que ici, on reconnaissait aux M23 de pouvoir participer à la gestion des institutions nationales. Mais comme cela n'a pas été fait, on croirait qu'avec l'actuel président, on pouvait faire revenir la question sur la table et voir comment le M23, soutenu par les Rwandais, pouvait intégrer les institutions nationales. Fataki, ceux qui nous suivent, Batata Bamama, problème est na minute que makambo toza koloba awa. Et quand les ministres sommets disent que non, les M23 ont des équipements sophistiqués, là, il n'y a pas de problème. Si moi, je le dis ici, ça devient pratiquement un problème. On doit me traquer, on doit m'envoyer les éléments de l'ANER, ainsi de suite. C'est maintenant ça. On nous interdit de dire des choses qui pourtant pourraient aider, servir également les pays. Donc nous sommes butés à ces grands problèmes, à ces gros problèmes. On ne sait pas qu'est-ce que nous devrions dire. Si vous dites que non, les M23 il y aurait une imprudence lors de la signature de ces communiqués. Les officiels congolais qui étaient présents devaient veiller lors de la rédaction de ces communiqués parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous retrouvez relais YouTube, Peter Tiani, RDC, le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Merci beaucoup. Demain, il y aura présentation également des nouveaux membres du CESAC au niveau de la plénière du Sénat. C'est pratiquement la dernière étape pour que ces gens-là rentrent ou soit prennent fonction de leur qualité actuelle. Donc c'est comme ça, il y a Christian Bossembe, Serge Kabongo et tous les autres. Merci beaucoup. Je suis Gramik Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Je pense que merci également à l'équipe technique et à votre fidélité. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Au revoir. Allez.